Bonjour à tous, bienvenue à ces rendez-vous corporate by le Crédit du Maroc. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de vous recevoir pour ce webinaire dédié à l'activité du commerce international et plus spécifiquement au transport maritime. Nous connaissons tous l'impact qu'a eu cette dernière année avec le contexte sanitaire et la crise économique qui s'en est suivie, sur les différents aspects de l'économie nationale, mais aussi sur le commerce international et tous les impacts qui ont eu lieu sur le transport maritime, sur les coûts et délais de cet aspect logistique important de l'économie. Aujourd'hui, nous allons nous réunir ensemble pour essayer de faire un état des lieux, premièrement, et bien évidemment pour essayer de trouver des solutions et des alternatives à cette problématique-là. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans ce webinaire des intervenants de qualité qui sont experts dans leur domaine et qui ont une forte connaissance sur le volet du commerce international. Sans plus tarder, je vais présenter rapidement le déroulé de ce webinaire et nous allons se premier rendez-vous pour être Crédit du Maroc. Alors, en mode d'ouverture, notre directeur général adjoint, va intervenir pour justement placer le contexte de la crise sanitaire et des engagements du Crédit du Maroc envers cette clientèle et cette prospérité plus globalement envers l'économie nationale. Nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de Oussama Bakhtiani, que j'aurai l'occasion de qui va intervenir justement sur le transport maritime et la crise du Covid-19. On parlera notamment des origines et de quel dénouement attendu. Juste après, on aura l'intervention de M. Zouanat d'Acher Morocco qui interviendra sur le même contexte, mais sur les solutions proposées et les défis relevés au niveau national. Et par la suite, nous aurons l'intervention du directeur général adjoint de Portnet SA, que nous remercions et que j'aurai également l'occasion de présenter lors de l'intervention. Et ensuite, nous aurons le plaisir de présenter l'offre d'accompagnement à l'international proposée par le Crédit du Maroc. Et tout au long de ce webinaire, nous aurons l'occasion de relever vos différentes questions, remarques et propositions auxquelles nous aurons le plaisir d'intervenir dessus sur le volet questions-réponses qui interviendra juste avant le mot de clôture de notre directeur général adjoint corporate, c'est Ali Choufi. Sans plus tarder, je donne la parole à Sir Abdelrahman Ben Hiyoun, directeur général adjoint marketing et expérience client du Crédit du Maroc, pour le mot d'ouverture de ce webinaire. Merci, Semoussouri. À mon tour de vous dire bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau rendez-vous corporate Crédit du Maroc, sachant que d'habitude, ce genre de rendez-vous, nous l'aurions souhaité de l'organiser en présentiel comme d'habitude. Mais promis, ce n'est qu'une partie remise, Inch'Allah, dès que les conditions sanitaires vont nous le permettre, on essaiera de se retrouver en présentiel, partager des moments conviviaux, partager des sujets comme celui d'aujourd'hui à valeur ajoutée, mais aussi partager de la chaleur ajoutée, j'estime, dont on a tous besoin aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas être lent, mais je sais que le sujet d'aujourd'hui est extrêmement important pour nous tous, ce qui témoigne un peu de votre présence massive. Et je vous remercie au passage d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est un sujet qui, in fine, vient de l'impact de la crise sanitaire de manière générale, ou particulière, et qui, in fine, bouscule quotidiennement les modèles business de notre tissu économique et, in fine, représente un vrai challenge pour nos clients. Comme vous le savez, effectivement, le transport maritime est une brique essentielle aujourd'hui dans notre économie, du fait que l'économie nationale est connectée à une économie mondiale et qui finalement dépend grandement de ce volet logistique. Je profite pour signaler que notre pays, Dieu merci, a fait une avancée extrêmement majeure sur ces deux approches, à la fois avec la création de plusieurs infrastructures portuaires, mais aussi en structurant, en professionnalisant son activité de logistique. In fine, ces deux sujets agissent sur deux paramètres importants qui sont le coût et le délai.
Ce sont des paramètres finalement qui représentent un prérequis, un vrai facteur de succès, un élément déterminant pour la survie, si je me permets de le dire, de nos entreprises, leur développement et leur compétitivité. Et donc, in fine, cette crise sanitaire, Covid-19, a fortement impacté cette équation à laquelle il va falloir qu'on puisse réfléchir ensemble. Et donc, justement, c'est dans ce cadre-là que ça devient pour nous naturel, normal, essentiel de réfléchir à vos côtés, de mettre en place des solutions et alternatives, comme disait Semoussori, pour nous permettre tous d'agir considérablement sur ces deux paramètres, améliorer la compétitivité des entreprises et puis tout simplement mettre en œuvre opérationnellement la vocation, la raison d'être du Crédit du Maroc qui est d'agir dans l'intérêt de la société tous les jours et dans l'intérêt de ses clients. Et donc, c'est dans cette optique-là que notre banque aujourd'hui a consacré ce rendez-vous corporate à cette problématique de transport maritime. Nous aurons l'occasion, je risque de me répéter par rapport à ce que disait Semoussori, mais se répéter c'est mieux, de se contredire, de faire un tour d'horizon sur l'état des lieux aujourd'hui et aussi de mener avec l'ensemble de nos partenaires ici présents la réflexion sur comment ensemble nous allons pouvoir mettre les solutions idoines pour relever ce challenge. Et donc pour ce faire, nous aurons le plaisir d'avoir des intervenants de qualité, des experts dans leur domaine respectif. Je profite justement pour vous remercier vivement nos partenaires pour nous avoir accompagnés dans l'organisation de cet événement. Je démarre par Stius Azouzi, le directeur général de Topnet, Youssef Zunat, directeur de la branche R ici de Bacher Morocco, et puis Oussam Al-Ktani, vice-président et membre de la commission logistique de la SMEX. Merci de votre contribution et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire et vous invite à ce que votre participation soit active et ce que vous puissiez repartir avec en tout cas un éclairage, des réponses ou un début de réponse à ce genre de problème. Merci à vous tous et bon webinaire. Merci Stephen Krioun. Vous avez bien fait de le dire, nous sommes devant une problématique majeure et à problématique majeure, solution et alternative majeure et heureusement que nous avons des experts, comme vous l'avez dit, qui pourront nous apporter tous les éclaircissements. Nous avons déjà atterrir, mais nous aurons l'occasion de débattre dessus dans la phase questions-réponses. Sans plus tarder, je passe la parole à Oussam El-Ktani. Oussam El-Ktani est directeur des opérations, a été directeur des opérations au siège de CMA-CGM en France. Il a aussi occupé le poste de directeur général de CMA-CGM au Bahreïn. Il a également eu un passage en Arabie Saoudite pour la même entreprise en tant que Owners Representative. Et enfin, il occupe actuellement le poste de vice-président de BIDCA et membre actif de la commission logistique de la SMEX. Je vous donne la parole sans plus tarder. Merci, Semoussori. Bonjour à tous. Un grand merci donc à Crédit du Maroc pour cette invitation. Effectivement, le sujet est très intéressant et nous allons voir ensemble pendant le temps que vous nous avez consacré, donc les 15 minutes, on va essayer de ne pas les dépasser. Par rapport à la problématique donc, du transport maritime suite à la crise de la Covid-19, quelles sont les origines et quel dénouement? Suivant. Donc, la présentation va être divisée en deux parties. Donc, une partie où on va cerner la problématique concernant le transport maritime à l'échelle internationale. Puis, la deuxième partie sera consacrée sur la pénurie des navires porte-conteneurs. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour commencer, est-ce que je pourrais prendre la main sur En fait, c'est notre équipe ici qui a la main, donc je leur ai demandé de présenter la slide, donc vous pouvez intervenir, elle est en train de se loader. Très bien, OK.
Super, parce que comme il y a un décalage entre ce que je vois et ce que j'essaie de présenter, donc on va essayer de faire avec. Voilà, donc on continue à tout afficher comme ça et on arrête là. Bravo, merci beaucoup. Donc, tout simplement, le commencement de cette crise a commencé à partir du mois d'avril-mai de l'année dernière, donc il y a tout juste un an, suite à la reprise progressive donc, des échanges mondiaux. Donc, on a eu une demande soutenue donc, sur le fret maritime qui a causé une congestion dans les ports. Donc, cette congestion dans les ports à l'échelle internationale, bien évidemment, a induit donc, des retards excessifs des navires porte-conteneurs. On peut citer des ports, par exemple, celui de New York, où on avait des navires qui attendaient en rade jusqu'à plus de 10 à 15 jours en attente. On voyait des files entre 16 et 30 navires donc, au mouillage. Alors, plus les navires sont retardés, plus forcément ça aggrave la pénurie des conteneurs vides, parce que tout simplement, j'ouvre une petite parenthèse par rapport au cycle d'exploitation d'un navire, comme vous le savez tous. Donc, il y a 4 étapes. La première étape, c'est le chargement, la partie transport maritime, déchargement, et la dernière étape qui est le repositionnement. C'est cette partie-là, donc de repositionnement, qui était impactée le plus, puisqu'on essaye donc dans toutes les compagnies maritimes de garder un buffer entre 10 et 15% donc, du cycle du conteneur global dans le repositionnement. Et en fonction du besoin et de la demande, on repositionne les conteneurs dans les ports qui souhaitent donc effectuer le prochain chargement. Avec cette demande soutenue sur le fret maritime, on n'arrivait plus à repositionner les navires, à repositionner les conteneurs donc au port d'origine. Du coup, on s'est retrouvé avec un conteneur sur 3 qui a été retiré donc, de son port de départ prévu. Tout simplement parce que le schedule ne nous permet pas. Et implicitement, les compagnies maritimes, ils ont commencé donc, à annuler donc, des escales afin de rattraper ce retard. Et plus on annule des retards, plus on annule des escales pour rattraper ce retard, plus on aggrave encore le délai de livraison. Et tout cela est accentué avec une demande ininterrompue sur le fret maritime. Voilà, suivant. Ce qu'on vient de voir sur le slide précédent, c'est tout simplement l'effet, on va dire, mécanique. C'est-à-dire, à titre d'exemple, pour simplifier un petit peu la chose, c'est comme si quelqu'un avait un revenu de 100 et il dépensait tous les mois 80, donc il laissait une économie de 20. Tous les mois, il économisait 20. Après, à un certain moment, il a eu un coup dur, donc il a commencé à dépenser plus que ses revenus. Donc, forcément, il a commencé à éponger toutes les réserves qu'ils avaient. Alors, la réserve dans le transport maritime, c'est le buffer des conteneurs vides qui étaient déjà repositionnés en Asie, comme vous savez très bien, donc le cœur battant de la production mondiale et qui fabrique tous les produits qui sont exportés de partout dans le monde. Donc, les éléments qu'on a vus précédemment, c'est l'effet mécanique de la reprise rapide juste après un stoppage et une demande donc, qui n'a pas cessé d'augmenter semaine après semaine. Sur ce slide-là, nous allons voir donc, les événements chronologiques qui sont venus juste après, donc ces effets mécaniques. Donc, à savoir en février,
dernier. Donc, les usines chinoises sont restées ouvertes pendant le Chinese New Year. Donc, ceci a aussi impacté donc, et aggravé la situation, tout simplement parce que tous les ans, donc, les Chinois, donc, ils produisaient le maximum avant leur nouvel an et ils laissaient donc, une partie de la marchandise s'écouler petit à petit 3 jusqu'à 4 semaines après l'événement de Chinese New Year. Cette année-là, exceptionnellement, donc, les usines sont restées ouvertes et ils ont continué à produire. Donc, il y avait plus de volume parce qu'ils savaient qu'il y avait de la demande de l'autre côté. Donc, ils ont continué à produire pendant même ces vacances-là. Deuxième événement, juste après, donc en mars 2021, dans l'impact, nous avons commencé à le ressentir sérieusement en avril, donc quelques semaines après, c'est le blocage du canal du Suez causé par le navire de Evergreen, le Ever Given. Donc, comme tout le monde a suivi ça dans les infos, donc bien évidemment, le canal de Suez était bloqué et des compagnies maritimes étaient en train de réfléchir de bypasser. Donc, le canal de Suez est passé par le Good Hope. Donc, et bien évidemment avec la déviation et tout, mais malgré cela, les compagnies maritimes qui ont choisi de rester en attente ont vu leur délai de livraison bien évidemment se prolonger et les conteneurs qui étaient à bord, donc ils étaient bloqués bien évidemment. Donc, pour cela, il fallait rajouter donc plus de navires pour pouvoir éponger donc ces volumes supplémentaires qu'on n'arrivait pas à charger donc sur les navires qui sont bloqués. Mais malheureusement, il n'y avait plus de disponibilité de navires porte-conteneurs à la location. Et là, j'ouvre encore une parenthèse, c'est-à-dire que toutes les compagnies maritimes, en général, donc, ils ont un ratio entre les navires qu'ils opèrent, un ratio entre les navires affrétés et les navires en propriété. Donc, les navires en propriété, c'est ce qu'ils exploitent tout le temps, depuis l'achat jusqu'à la revente, et les navires affrétés, ils les rajoutent à leur capacité exploitée en fonction de la demande et en fonction du marché. Malheureusement, tout le monde a réagi de la même manière, tout le monde a commencé à affréter plus de navires et vous allez voir dans les slides suivants, nous allons voir le taux d'affrètement donc, qui a augmenté. Vous pouvez revenir sur le slide précédent, on n'a pas encore terminé. Merci beaucoup. Donc, le troisième élément, et qui date du début de ce mois, donc le mois de juin, il y a eu encore la Covid donc, qui s'est propagée dans un terminal chinois qui est l'un des plus importants, donc le port de Yantian. Les bateaux étaient retardés de 16 jours donc, pour rentrer dans ce port et pouvoir charger et décharger leurs boîtes. Vous voyez sur la carte en bas à droite le nombre de navires donc, sur le système AIS qui sont en attente actuellement donc, pour rentrer dans ce port, puisque le terminal donc, a baissé donc, sa capacité donc, à hauteur de 30% depuis le début du mois. Donc, on voit que toute l'industrie dans son ensemble fonctionne avec un déficit. Du coup, les chargeurs, donc, pour pouvoir assurer une place, ils sont obligés donc, de payer des milliers de dollars en plus pour sécuriser tout simplement l'espace. Suivant, s'il vous plaît. Alors, ce slide est très intéressant pour ceux qui suivent de très près les chiffres. Là, nous avons une comparaison donc, du taux de fret maritime conteneurisé de l'année dernière versus cette année, donc 2021 versus 2020. On voit en bleu donc, la courbe du fret maritime sur la zone. Moi, j'ai zoomé que sur la zone qui nous intéresse
et par laquelle on est impacté donc, dans notre région, à savoir les lignes Asie-Nord-Europe. Donc, puisque le Maroc dépend de ces lignes-là, puisqu'on est on the way, et on voit clairement que le taux de fret donc, en vert, qui était l'année dernière le 40 pieds vers les $1 600, aujourd'hui, il dépasse les 11 000 $. Hein. Donc, on a été vers du x6 et on s'approche du x7 sur quelques régions. Donc, ça, c'est les dernières statistiques qu'on a reçues hier soir. Slide suivant, s'il vous plaît. Siktani, juste en tant que timekeeper, il vous reste 6 minutes. Très bien, merci beaucoup. Donc, sur ce slide, rapidement, donc, on voit exactement donc, depuis l'année dernière la demande donc, sur le fret maritime import-export de façon globale, donc, qui a été impacté donc, par la Covid en mois d'avril et qui a commencé à reprendre juste après en juin-juillet. Et en bleu, alors, attendez. Et en bleu, donc le taux de fret qui a commencé à augmenter juste après. Voilà, donc on voit le lien direct entre la forte demande à l'échelle internationale qui est impactée bien évidemment avec la pénurie de l'espace, des navires et de la congestion. Suivant, s'il vous plaît. Donc, sur la deuxième partie, on va voir rapidement donc, la pénurie des navires porte-conteneurs. Toutes les compagnies maritimes, ils ont un recovery plan. Donc, ils essaient de mettre en place un plan alternatif pour remplacer les navires qui ont été retardés, pour que le client final ne subisse pas ce délai qui se prolonge, de livraison qui se prolonge. Malheureusement, dans ce cas particulier, il n'y a pas de navire disponible à la location puisque toute la capacité est utilisée. Donc, les shipping lines, donc les compagnies maritimes, tout simplement annulent des départs pour rattraper l'horaire. Et plus on annule des départs, plus on prolonge encore le délai de livraison pour les autres marchandises qui n'ont pas été embarquées. Implicitement, cela augmente le taux d'affrètement journalier donc de tous les navires porte-conteneurs avec une moyenne qui dépasse les 150%. On va voir sur le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ça montre tout type de bateau. On peut voir que la partie en bas qui nous intéresse parce que, en général, les bateaux qu'on exploite vers les lignes Asie-Europe sont des bateaux gearless, donc qui ne sont pas équipés de moyens de manutention. Donc, on voit clairement que, par exemple, si on prend des navires de taille moyenne, les 3500 ou les 4000 TU, qui étaient à $16 000 jour, en début janvier, ils sont à $32 000 par jour. Donc, on est passé de 16 000 à $32 000 le coût d'affrètement journalier. Et maintenant, on est à $39 000. Donc, depuis janvier à avril-mai, on est à $39 000. Suivant. Donc, quelles sont les solutions alternatives qu'on pourrait mettre en place pour arrêter cette hémorragie? Tout simplement, comme vous avez pu le constater, la problématique a trois origines. Hein. Donc, la demande est freinée. Donc, soit on baisse la demande, soit on augmente le nombre de navires porte-conteneurs opérés, soit on augmente le nombre de conteneurs sur la flotte mondiale. Malheureusement, ces trois points, on ne peut pas les mettre en place parce que la demande est là, on ne peut pas la stopper. Les navires porte-conteneurs, on ne peut pas mettre en place de nouveaux navires
juste comme ça en un clin d'œil. Quand on commande un navire, il faut compter entre 3 à 4 ans pour être livré. Et pareil pour les conteneurs. Donc, si on commande, donc il y a un délai donc, pour pouvoir produire ces nouveaux conteneurs. Donc, avec pratiquement donc, toute la capacité qui est déjà active, les observateurs de l'industrie conviennent qu'il est peu probable que la situation s'améliore tant que la demande ne diminue pas. Par contre, quelles sont les alternatives à faire? On peut prendre par exemple l'exemple de Home Depot, qui est l'un des plus gros importateurs américains, qui est devenu maintenant un transporteur. C'est-à-dire que le chargeur devient lui-même un transporteur. Comment? En affrétant son propre navire, en internalisant la partie maritime, ou bien donc, en exploitant des navires break-bulk, donc ou des navires General Cargo, en consortium avec des importateurs ou des exportateurs qui importent le même produit. Et dernier point, donc, comme solution alternative, réfléchir comment réorienter son commerce extérieur vers des échanges régionaux. Voilà. Siktani, très intéressant, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur les deux alternatives? Je vois que nous avons beaucoup de questions qui demandent concrètement en quoi ça consiste, que ce soit le deuxième point qui est l'exploitation de navires break-bulk ou la réorientation vers des échanges régionaux. Alors, très bien, merci Simon Soiré. Alors, comme vous savez, à l'origine du conteneur, avant, on transportait de la marchandise en vrac ou en break-bulk, c'est-à-dire que on avait d'autres types de marchandises il y a à peine 60 ans, hein, moins de 60 ans, on avait d'autres modes de transport. La volumétrie le justifiait, donc on avait des navires en trempe, on n'avait pas des lignes régulières. Donc maintenant, les importateurs, ils essaient d'importer de petites quantités, de ne pas trop stocker et travailler en flux tendu, ce qui est tout à fait logique, puisque la solution du conteneur le permet. Aujourd'hui, au moment où on parle, la solution du conteneur ne le permet plus. Il n'y a plus assez de conteneurs vides disponibles, il n'y a plus assez d'espace sur les navires, il n'y a plus assez de navires pour rajouter de la flotte. Tous les navires sont actuellement affrétés et sur le tableau de l'affrètement, vous avez, je ne sais pas si vous avez pu voir, même la durée de l'affrètement qui était en moyenne sur les navires, par exemple, on prend les 4000, 5000 TU, était de 6 mois, c'est-à-dire les armateurs se projetaient pour fixer un taux de fret pendant entre 6 et 7 mois d'exploitation. Maintenant, avec cette crise actuelle, malgré que les prix ont augmenté à 150%, les armateurs, ils affrètent avec une durée moyenne entre 16 et 18 mois. Donc, pour sécuriser leur outil d'exploitation pendant une longue période, malgré que le prix est élevé. Donc, l'idée derrière, c'est de réfléchir comment exploiter. Par exemple, je vous donne un exemple, l'importateur ou l'exportateur qui vend, par exemple, du ciment blanc. Maintenant, les ciments blancs, donc on les met dans des big bags, dans des conteneurs. Et il importe toutes les semaines, 3000 tonnes, 4000 tonnes. S'il est en consortium avec 3 ou 4 collègues qui importent le même produit, certes, c'est des concurrents sur le marché marocain, mais à l'échelle internationale, ils peuvent se réunir pour pouvoir affréter carrément un bateau. Donc, si chacun prend 5000 tonnes, s'ils sont 5, on est à 25 000 tonnes, on peut affréter un seul bateau et ramener la marchandise en vrac au lieu de la faire passer en conteneur. Alors, et le deuxième et le dernier point de ma présentation, réfléchir à comment réorienter son commerce extérieur vers des échanges régionaux. Par exemple, pour le Maroc, au lieu de continuer à vendre vers des destinations lointaines ou bien à importer des origines très lointaines,
vendre, par exemple, ici en Europe ou en Afrique, pour pouvoir maîtriser donc, les délais de livraison et pouvoir trouver des solutions internes et intra-régionales pour la logistique maritime. Merci Silk Tchani, intervention très riche. Pour récapituler, bien évidemment, nous aurons l'occasion, nous avons beaucoup de questions qui sont posées et nous aurons l'occasion d'échanger sur ces questions. Donc, nous prenons note de toutes les questions. Donc, pour récapituler, Silk Tchani, si je puis le faire, nous partons d'un contexte qui a démarré vers avril-mai 2020 et et le facteur déclencheur a été bien évidemment la crise sanitaire du Covid-19. S'en est suivi un effet, si on peut dire, boule de neige qui a été amplifié par plusieurs sous-crises, que cela concerne la crise du Nil, du canal de Suez en Égypte, ou la crise de la situation sanitaire dans un des plus grands ports de Chine, et ce qui a fait que les coûts et les délais de transport maritime sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Comme alternative, vous parlez de deux alternatives qui sont très intéressantes, en plus de la première alternative qui est plus globale pour de grands groupes, qui est le fait de devenir en quelque sorte son propre transporteur. Vous parlez d'une alternative qui est le regroupement de plusieurs opérateurs, moyens ou petits, en consortium pour pouvoir importer soit de la matière première, soit des biens de consommation ou d'équipement en vrac et pouvoir justement optimiser les coûts de transport. Et enfin, vous parlez d'orientation des échanges à un niveau régional. Et là, c'est toute la dynamique marocaine sur sa profondeur africaine qui est mise en exergue. Bien évidemment, c'est un des points stratégique de notre pays qui est de s'orienter vers sa profondeur africaine et bien évidemment de travailler avec son partenaire européen. Je vous remercie, Silk Tchani. J'espère que j'ai bien résumé votre intervention. Nous passons la parole à Youssef Zaïm Zouanet. Youssef Zaïm Zouanet est branch manager RC and Logistics de Dacher Morocco. C'est un de nos clients et de nos partenaires au sein du Crédit du Maroc, que nous remercions bien évidemment d'avoir participé. Si Youssef, vous allez intervenir sur la même thématique en présentant la problématique au niveau national, si je puis dire, et vous allez également apporter votre lot de solutions et alternatives pour pouvoir y remédier. Sans plus tarder, je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation déjà. Je remercie les invités aussi et les participants. Je rebondis sur ce qu'il disait Silk Tchani tout à l'heure par rapport dans un premier temps, par rapport aux conteneurs, aux porte-conteneurs qui sont bloqués au niveau du port de New York avec les chiffres qu'il y avait donnés. Et je rajoute juste qu'au niveau du port de Los Angeles, à un moment donné, il y avait plus qu'1 million de conteneurs à bord des navires, à bord de plus de 150 navires qui étaient en rade en attendant de débarquer au port de Long Beach et Los Angeles. Donc, vous voyez un peu l'impact sur la pénurie de conteneurs. Si Youssef, on a un petit problème audio, il y a des coupures dans votre intervention, si vous pouvez juste… Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est beaucoup mieux. D'accord, ok, parce que j'avais mes AirPods et c'est pour ça. Donc, je disais merci pour l'invitation, merci aussi pour les participants et les invités. Avant d'aborder un peu le sujet que je souhaite développer, je rebondis sur le point qu'il disait Silk Tchani par rapport au blocage des porte-conteneurs sur le port de New York. Alors, sur le port de Los Angeles et Long Beach, la situation elle était pire et on avait plus qu'1 million de conteneurs à bord de 150 navires en attente de débarquement sur les deux ports de Long Beach et Los Angeles. Donc un peu 1 million de conteneurs juste pour un pays qui est les États-Unis, qui est la première économie mondiale. Donc vous voyez un peu l'impact sur la pénurie des conteneurs mondiale. Ça de un.
De deux, j'ai vu un peu les questions des invités sur les solutions, la visibilité et des questions pareilles. Donc, j'espère que je vais apporter certains éléments de réponse durant mon intervention. Et bon, certains points, Sixani les a déjà abordés dans ces situations globales et mondiales et générales. Donc, je vais juste les peaufiner par rapport à donner certains chiffres clés qui ont été sortis récemment. Donc, pourquoi la pandémie a fait décoller les taux maritimes mondial et principalement au Maroc? Donc, en fait, il faut savoir que environ 80% de nos biens de consommation sont acheminés par la voie maritime, ce qui explique l'impact particulier que les coûts des porte-conteneurs ont sur le commerce mondial. Durant la pandémie, durant la Covid-19, l'augmentation de la demande de transport et particulièrement le transport maritime a été plus forte que prévu et n'a pas trouvé une offre de transport maritime suffisante et adéquate à l'industrie marocaine. Cette augmentation est due notamment à des facteurs. On va dire, premier facteur, changement des habitudes de consommation et d'achat survenu avec la pandémie, ça c'est de 1, notamment l'essor du commerce électronique. On a eu l'expérience durant le confinement l'année dernière et cette année en tant que prestataire de transport international, une forte demande de transport de matières électroniques, notamment les tablettes, notamment les téléphones, pour survenir ou répondre à la question du télétravail, du présentiel au niveau des études, etc. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, la peur, vous savez, la peur génère plusieurs choses. Donc, nos industriels, ils ont commencé à constituer des stocks. Les entreprises, ils ont constitué des stocks en prévision de nouvelles vagues de pandémie. Ça aussi, ça fait augmenter les tarifs du fret maritime. Bon, cela a complètement changé la donne au niveau du taux du fret maritime, ces facteurs. À ne pas oublier aussi, ce qu'il disait tout à l'heure, à ne pas oublier aussi l'incident de l'Evergreen. Le navire qui a été bloqué à Canal Suez, bon, cet incident a rappelé le monde entier à quel point nous dépendons du transport maritime. L'incident a déclenché une nouvelle flambée du taux du fret maritime. Alors, si on développe un peu plus le sujet et on rentre un peu dans le détail, en fait, c'est vers les régions en développement que l'impact sur les taux du fret a été le plus fort. Là où les consommateurs et les entreprises ont le moins des moyens, notamment au Maroc et en Afrique. Actuellement, les taux au Maroc, en Amérique du Sud, en Afrique en général, l'Afrique de l'Ouest, sont plus élevés que vers toute autre grande région commerciale. En début 2021, par exemple, les taux de fret depuis la Chine vers l'Afrique et vers le Maroc ont augmenté de plus que 443%, contre plus de 63% en Asie et dans la côte est de l'Amérique du Sud. On a un peu quelques chiffres et une comparaison qui est très visible par rapport à l'augmentation de tarifs. Donc, le Maroc, principalement l'Afrique, subissent l'impact à plein fouet, contrairement à des pays comme l'Europe et les États-Unis notamment. Donc, l'explication réside en partie dans le fait que les itinéraires, de la Chine vers les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique sont beaucoup plus lents. Donc, il faut donc davantage de porte-conteneurs pour assurer un service hebdomadaire sur ces trajets-là. Ce qui signifie que de nombreux conteneurs y sont également bloqués. Donc, lorsque les conteneurs vides, par exemple, se font rares, un importateur marocain ou nigérien ou argentin doit payer non seulement le transport du conteneur d'importation plein, mais il doit aussi payer le retour du vide. Et c'est ça le problème, c'est que l'industriel marocain, à un moment donné, il doit comprendre que sur la partie fret internationale qui paye, par exemple, d'un conteneur en sortie de Shanghai ou Hong Kong vers le Maroc, il ne paye pas que le transport international de la marchandise pleine, il paye aussi le retour vide de ce conteneur. Et le retour vide de ce conteneur, il est parfois le tiers du prix qu'il paye sur le conteneur plein. Donc voilà, donc un autre facteur s'explique par le manque de fret pour retourner le conteneur. Je l'ai dit, donc les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, de l'Ouest importent plus de produits manufacturés qu'ils n'en exportent.
et il est coûteux pour les transporteurs de renvoyer le conteneur vide vers la Chine, les trajets étant très longs. Donc, conclusion, on va dire, moi je m'appuie sur la note de synthèse de la CNUSED apparue début 2021. Ils ont mis en évidence quelques éléments à prendre en compte, donc notamment faire progresser les réformes en matière de facilitation du commerce, donc mettre en œuvre des réformes qui reposent sur la modernisation des procédures commerciales. Deux, améliorer le suivi du commerce maritime et ses prévisions, donc promouvoir la transparence et encourager la collaboration tout au long de la chaîne d'approvisionnement maritime. Ça, c'est plus dans transparence, on va dire, des côtés des armateurs propriétaires des navires, donc les compagnies maritimes, où à un moment donné, on n'a pas nous-mêmes, donc organisateurs de transport international maritime, on n'a pas de prévision claire sur ce qui se passe au niveau des prévisions des navires. Donc là, c'est un point à travailler aussi. Et la CNUSED met en avant aussi un troisième point, c'est renforcer les autorités nationales chargées de la concurrence. Donc veiller à ce que les autorités chargées de la concurrence disposent des ressources et de l'expertise nécessaires pour enquêter potentiellement abusif dans le secteur du transport maritime. Donc ça, c'est ce qui concerne un peu les flambées des taux maritimes. Donc j'espère que j'ai apporté quelques réponses, surtout à nos invités qui posent des questions. Donc là, la pénurie de conteneurs, l'impact du pénurie de conteneurs sur le commerce, on va dire, mondial et marocain. Donc la hausse des prix des conteneurs a été, on va dire, l'un des sujets brûlants l'année dernière et cette année même. Et je pense que nous, dans le domaine, on va dire, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité là-dessus. Donc, on estime que la situation continuera d'ici minimum fin 2022-2023. À voir que les experts métiers, notamment la CNUSED, ils parlent un peu de la retour à la situation normale en 2023. Donc, conséquence indirecte due à la crise de la Covid-19, cette fameuse pénurie, on va dire, a engendré des surcoûts que nous avons déjà évoqués. Au-delà du simple arrêt d'un ralentissement des manutentions portuaires en Chine, qui ont engendré des retards. D'autres paramètres internes insuffisants sont entrés en jeu, bien sûr. Donc, une pénurie due à la crise. Donc, la Chine décide alors, pour éviter la casse, de confiner une grande partie de sa population, ce qui a ralenti fortement son activité maritime. Et Dieu sait que la Chine monopolise aujourd'hui, si je ne me trompe pas, plus de 25% de l'économie mondiale, et que l'Europe, l'Afrique, les États-Unis dépendent de leur fabrication. Donc ce ralentissement sonne comme une alerte auprès des autres pays, notamment le Maroc, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, qui, voyant que le virus s'étend, décident eux aussi de fermer un maximum d'activités, ainsi le transport mondial se trouve à un moment donné paralysé. Plus rien ne part, plus rien n'arrive, mis à part les derniers frais qui étaient déjà en mer durant la crise. Ce n'est pourtant pas à ce moment-là que la pénurie dure a débuté. Donc, concernant les conteneurs en opération, je donne juste un chiffre qui est hallucinant, notamment pour nous, opérateurs de transport maritime, 180 millions de conteneurs en opération dans le monde. 180 millions. Mais ils ne sont pas aux bons endroits, malheureusement. C'est-à-dire, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on trouve... On a perdu, à ce qui paraît, Sius Zouanat. Donc, Sius Zouanat, en attendant qu'il se reconnecte, intervenait justement sur le contexte de cette crise-là et des problématiques liées à cette crise. Et juste après son intervention, il allait passer à la partie alternative et solutions. Donc, en attendant qu'il se connecte, nous avons eu beaucoup de questions de plusieurs intervenants. On va lister quelques-unes, mais bien évidemment, je donnerai la main aux intervenants pour pouvoir y répondre dans la phase questions et réponses. Donc, plusieurs questions, notamment sur la visibilité par rapport au transport maritime
en importation de la Chine. Et une question également sur le fait que est-ce que les prix des transports de conteneurs au départ de la Chine vont diminuer dans un futur proche ou vont stagner dans le temps. Donc, est-ce que cette crise va s'enliser dans le temps? Même question dans le même élan, je cite, les prix de transport et de conteneurs au départ de la Chine explosent. Est-ce que pour des raisons conjoncturelles ou pour des raisons politiques? Donc là, une autre question. Et beaucoup de questions sur le transport maritime venant de la Chine. On a également un participant de Londres qui nous dit, je vais essayer de la lire en anglais puis la traduire. Does anyone know if a direct shipping route between the UK and Tangiers port is being created, as we read in the press a few weeks ago? Donc, est-ce qu'il y a une ligne maritime qui est créée ou en cours de création entre le Royaume-Uni et le port de Tanger, comme on a pu le voir dans la presse quelques semaines auparavant? Donc, on va reposer ces questions de manière plus détaillée, et je vois que s'ils sont connectés, donc je vous passe la main si vous êtes pour finir votre intervention. Donc, pour aller plus vite, je ne sais pas combien de temps j'aurai pour… Vous avez 3 minutes et bien, on commence par les solutions. D'accord, pas de souci. Donc, je conclue sur la partie pénurie de conteneurs et je parle pour un peu donner 2-3 solutions alternatives en transport maritime. Donc, pour conclure, on constate qu'en janvier 2021, il y a encore ce déséquilibre et donc cette pénurie. Voilà, la crise n'est pas entièrement résorbée. Si les échanges ont repris, certes, ils restent limités. Beaucoup de pays, ils sont encore confinés, d'autres n'ont plus les moyens de tout fermer et restent ouverts. On vient de recevoir, nous, de notre siège social en Allemagne, qu'un port de Yantian, il est constamment, depuis quelques jours, il est bloqué. Il y a des cas de Covid qui augmentent et ça a repris. Donc, ainsi, les compagnies maritimes continuent l'orientation d'une majorité du fret sur certains des volumes sur d'autres. Sur l'Europe, les navires reviennent, mais on réduit certains temps d'escale ou on carrément annulé certaines escales pour faire des économies. Car il ne faut pas oublier, un navire qui circule à moitié vide, c'est un navire qui est moitié rentable. Sur la partie solution, j'ai 2-3 points à évoquer. Un, le fret ferroviaire, Chine-Europe et Maroc. Donc, bon, c'est un combiné, en fait. Aujourd'hui, il y a une solution en sortie de la Chine vers l'Europe en fret ferroviaire. Donc, il y a aujourd'hui, on va dire chaque jour, 2-3 trains qui relient la Chine vers l'Europe avec une capacité de plus que 500 conteneurs. Et on peut aujourd'hui, on l'a fait pour certains clients, notamment des marchandises à haute valeur ajoutée, on fait du Chine-Maroc et Maroc-Chine, par exemple, pardon, Chine-Europe et Europe-Chine par camion. Ça, premièrement. Deuxièmement, on peut faire du combiné aérien-route. Donc, on relie la Chine ou les États-Unis vers l'Europe, en Allemagne ou la France, et on peut réacheminer la marchandise vers le Maroc par camion. Et il y a aussi le maritime route. On peut relier la Chine à l'Europe et on descend par camion. Donc voilà. Si Youssef, concrètement, je suis un importateur marocain et je veux justement une de ces alternatives pour d'une part optimiser mes délais et optimiser mes coûts. Comment je vais m'y prendre concrètement, par exemple, pour faire ce fret ferroviaire et je vais m'adresser? Est-ce que c'est le même schéma que le transport maritime et tous les opérateurs proposent ça, ou est-ce qu'il y a un process ou une manière de faire qui est différente du transport classique maritime? Alors, il y a chaque opérateur ou chaque, on va dire, organisateur de transport a une procédure à suivre. Nous, par exemple, au niveau de notre structure d'Axer Maroc, on a toute une cellule dédiée pour le fret ferroviaire au niveau de l'Allemagne, d'accord, où on assure un certain volume par train. Donc, on achète ce qu'on appelle le slot, on achète l'espace sur ces trains. On va dire qu'on achète sur chaque train une cinquantaine de conteneurs pour nos clients qui font du régulier.
Donc, il faut juste nous adresser la demande et on peut trouver la solution pour nos industriels marocains. Il y a aussi, au niveau de notre groupe, on a lancé un service qui s'appelle le service charter, qui relie la Chine, les États-Unis à l'Europe et on descend par camion. Il a évoqué tout à l'heure Silk Tani, mais ça, on le fait par avion. On a fait carrément des Boeing 747 pour charger nos marchandises, les marchandises de nos clients en sortie de l'Asie et des États-Unis vers l'Europe. Et pour le Maroc, on relie ça en camion et la capacité elle est énorme et le coût il est moins. Alors, juste une petite anecdote, aujourd'hui, avec les flambées des taux maritimes qui atteint 20 000 $ par 40 pieds, certains de nos clients aujourd'hui, ils se dirigent de faire de l'aérien qui reste à un moment donné moins cher que le maritime. Sur un ordre de grandeur, si Youssef, on parle en pourcentage de combien d'économies de coût et de délai pour ces solutions alternatives? Alors, le délai en transport ferroviaire, il est largement, on va dire, avantageux. On parle de 19 jours Chine-Europe. Et on va dire Europe, c'est l'Allemagne, Belgique et France. Et si on relie la marchandise par camion, donc il faut compter 4-5 jours. Donc globalement, c'est 25 jours. Aujourd'hui, le fret maritime, avant la crise, c'était 32-35 jours. Aujourd'hui, on parle de 60 jours et plus, et à voir si on trouve le conteneur et l'espace sur les navires. Dernière question, si Youssef, avant de passer à notre prochain intervenant. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau national, au niveau du Maroc, est-ce nous avons la capacité logistique de gérer toutes ces demandes d'importation via ces solutions alternatives? Je parle du global du contexte logistique national et des capacités de fret ferroviaire et de transport par camion et de fret aérien. Est-ce que vous pouvez nous dire? Ces solutions-là, nous, on les avait déjà, on a l'expertise et on le faisait avec des industriels, notamment marocains et internationaux installés au Maroc, et on a l'expertise. Ça, on le fait depuis des années. Le combiné, par exemple, aérien route vers le Maroc, ça, le service, on l'a lancé en 1999. Et c'est rodé et ça part via le canal du groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervenant là-dessus. C'est nous qui gérons toute la supply chain. Le fret ferroviaire aussi, il y a une cellule qui gère le bout en bout. Donc, au niveau du client ou l'industriel marocain, il suffit juste qu'ils demandent, on trouve des solutions adéquates pour eux et on cherche un peu à optimiser les tarifs pour eux aussi. Et vous estimez qu'il y a suffisamment d'opérateurs nationaux et internationaux implantés en Maroc qui pourront répondre à… Les opérateurs, pour rien vous cacher, les opérateurs qui peuvent répondre à cette solution, c'est notamment les opérateurs internationaux et non pas marocains, parce qu'il faut avoir une logistique en amont et en aval. Donc là, c'est les groupes internationaux qui ont des bureaux en propre en Asie, aux États-Unis, en Europe, qui peuvent répondre à cette demande. Merci, Sidi Youssef. Très riche comme intervention et nous vous remercions pour les solutions que vous nous avez apportées. Bien évidemment, nous avons beaucoup de questions sur votre intervention également. L'objectif pour nous tous en tant qu'intervenants et participants, c'est de trouver des réponses concrètes et directes à ces questions-là et apporter une vraie valeur ajoutée à cette problématique-là en tant qu'intervenant sur le domaine. Avant de passer la main à mon prochain intervenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre DGA corporate, notre directeur général adjoint corporate du Crédit du Maroc, c'est Ali Chorfi, est avec nous. Donc, c'est qui aura l'occasion de donner le mot de clôture. Et bien évidemment, il interviendra tout au long de ce webinaire pour apporter ses ajouts. C'est Ali Chorfi, marhaba bik. Bonjour, merci, c'est Mohamed Mansouri. Merci à nos chers partenaires qui interviennent. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne vais pas être très long. Je vous écoute très attentivement. Un sujet passionnant. Et je sais qu'on a une soixantaine de clients et de prospects qui écoutent également attentivement nos partenaires. Je remercie encore. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Portnet, je crois, qui est notre intervenant suivant. Et je reprendrai la parole pour un mot de clôture à la fin. Merci en tout cas à vous et bonne continuation. Merci, c'est Chorfi. Donc, on passe la parole à Monsieur Youssef Ahouzi, qui est le directeur général par intérim de Portnet SA.
Donc, Portnet SA, on n'a plus besoin de les introduire. C'est un opérateur majeur du transport et de la logistique au niveau national. Si Youssef, vous avez la parole, Mahmoud. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour ce débat et ce sujet vraiment très passionnant et qui montre un petit peu c'est-à-dire l'importance en fait du transport maritime dans l'économie en fait en général et l'impact que peut avoir toute perturbation en fait de la chaîne logistique maritime sur les industriels et sur l'économie en fait au Maroc. Je sais pas, j'ai une présentation que j'avais. Elle est partagée, si Youssef. Ah, pardon. On vous donne la main pour pouvoir la partager. D'accord, ok, ça marche. Vous avez la main, effectivement. D'accord. Donc, je vais essayer de la partager. Donc, voilà. On arrive à la voir, si Youssef. Allez-y, vous avez. D'accord, merci beaucoup. Je vais juste présenter un petit peu Portnet avant de passer directement à ce qui nous intéresse par rapport aux nouveautés de Portnet et également de voir un peu l'impact des actions que nous menons au niveau de Portnet et qui, dans notre possible, essaie d'atténuer un petit peu cette crise en fait au niveau du maritime. Donc, comme vous savez, Portnet, comme vous avez dit, c'est un outil en fait du gouvernement donc qui vise en fait l'amélioration dans plusieurs secteurs, notamment le climat des affaires, des échanges commerciaux, notamment les échanges en fait au niveau maritime, l'accélération industrielle, la simplification des procédures, que ce soit au niveau du commerce extérieur, au niveau des procédures portuaires ou aéroportuaires, la compétitivité logistique et bien évidemment en fait la généralisation et l'innovation dans les services e-gov. Donc au niveau de Portnet, notre en fait client principal c'est l'importateur-exportateur, c'est l'industriel, c'est en fait les entreprises marocaines et qui, en fait, à un moment donné, vont importer ou exporter des marchandises à travers, en fait, le service de ces importateurs-exportateurs. On essaie de servir l'ensemble des parties prenantes du commerce extérieur. Comme vous avez en fait, comme m'a expliqué un petit peu les différents intervenants, en fait, sur la question du commerce, il y a trois flux. Il y a le flux physique, quand on parle tout à l'heure en fait de l'aspect portuaire, donc au niveau maritime, il faut avoir des infrastructures modernes, des ports modernes, des aéroports qui permettent de traiter en fait de façon performante les flux physiques de marchandises. Il faut avoir une forte connectivité par voie maritime, aérienne et terrestre qui permet en fait d'être sur la carte en fait des échanges commerciaux. Il faut également avoir c'est-à-dire une forte multimodalité, comme a expliqué mon collègue de Dacher. Donc, il y a des solutions qu'il faudrait mettre en place pour acheminer les marchandises avec différents types de voies de transport, donc ferroviaire, routier, maritime, aérien, pour répondre aux exigences des clients et des industriels. Il y a également la question de maturité dans les services, donc notamment la logistique. Donc ça, c'est tout ce qui est physique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais derrière, il y a une autre facette qui est très importante, qui est tout ce qui est en fait flux de données. En fait, une marchandise qui est acheminée de la Chine vers le Maroc a besoin également d'un flux d'informations pour pouvoir la dédouaner, pouvoir l'accueillir et la traiter au niveau d'un port marocain ou au niveau d'un aéroport. Donc ça, c'est là où
travaille le plus au niveau de Portnet pour automatiser un petit peu la supply chain, harmoniser et dématérialiser toutes les procédures relatives au commerce extérieur, que ce soit portuaire, aéroportuaire, terrestre et autres. Donc, également avoir l'interopérabilité, en fait, que ce soit au niveau national, régional ou international, pour permettre l'échange de données entre les parties prenantes du commerce extérieur, d'anticiper également sur la capture des données, donc pour la bonne fin des transactions de commerce international, et avoir cette prévisibilité et prédictibilité en faisant beaucoup d'analytiques au niveau de notre système pour permettre pour pouvoir donner des KPIs sur la performance, mais également pour prédire ce qui va probablement être importé ou exporté à travers nos ports et aéroports. Un autre point qui est très important pour nous, c'est tout ce qui est flux financier. Comme vous savez, en fait, toute opération logistique ou commerciale, il y a toujours des frais sous-jacents à ces opérations. Donc il y a besoin d'avoir des moyens de paiement en fait adaptés et efficaces pour simplifier l'expérience en fait utilisateur dans le processus de commerce extérieur. Donc nous faisons beaucoup de promotions pour le paiement électronique. Nous travaillons également avec nos confrères, donc nos banques, notamment Crédit du Maroc, sur des solutions pour de trade en fait finance qui vont être déployés prochainement. Donc, nos objectifs, c'est d'accroître l'efficacité de la chaîne logistique. Donc, comme expliqué nos confrères tout à l'heure, par rapport au port, nous travaillons en fait avec l'Agence nationale du port pour augmenter la performance du port. En fait, comme vous savez, en fait, l'outil portuaire est un outil qui a été, c'est un investissement de l'État où il faudrait optimiser son utilisation avec Portnet. Nous avons plein de processus qui sont dématérialisés, qui permettent en fait aux différents acteurs dans la chaîne portuaire de fournir les informations à temps, dont l'objectif est d'accroître l'efficacité en fait du passage portuaire. Donc, il y a également la réduction de l'incertitude liée au délai et au coût de logistique avec tout ce qui est KPI que nous produisons. Cela va permettre aux entreprises de se comparer, d'avoir en fait une visibilité sur les délais que peut ou les coûts en fait logistiques d'une opération selon la marchandise, selon le type de transport et autres. Il y a également l'amélioration du climat des affaires avec une transparence dans les procédures et les formalités. Il y a également la simplification des procédures et l'harmonisation surtout de ces procédures-là entre les différentes administrations. Donc, il y a également l'instauration d'un environnement favorable donc à la compétitivité avec la possibilité de travailler en flux tendu pour les industriels, d'accélérer le passage transfrontalier des marchandises à l'import et à l'export et d'améliorer notamment la traçabilité des opérations et la capacité également d'anticiper, de planifier les opérations logistiques, que ce soit au niveau du port, l'aéroport et autres. Donc, ça, c'est un petit peu la communauté en fait de Portnet. Actuellement, on compte plus de 45 000 importateurs et exportateurs au niveau de la plateforme, mais on a une panoplie de partenaires et d'intervenants dans le commerce extérieur, notamment les opérateurs MIA, des administrations, les banques, les opérateurs de manutention, les ports et les aéroports, les expressistes, les agents maritimes et consignataires. Nous offrons plus de 120 services en ligne actuellement et pour l'année 2020, nous avons échangé plus de 20 millions de messages liés entre ces différents partenaires pour réaliser en fait dématérialiser des formalités et des processus liés au commerce extérieur.
on voit ici un petit peu la couverture en fait fonctionnelle de Portnet qui va de l'identification et l'enregistrement en fait des parties prenantes, donc des entreprises et des intermédiaires au niveau de Portnet et d'autres administrations, notamment la douane. Et très prochainement, il y aura également la mise en place d'un registre en fait des importateurs-exportateurs et qui va être hébergé et en fait accessible à travers la plateforme Portnet pour pouvoir s'enregistrer dans ce registre-là et qui va, je pense, entrer en vigueur dans les mois à venir. Il y a également tout ce qui est préalable à l'importation avec les sites d'importation, les licences, les demandes de franchise douanière, les agréments de la NRT. Nous travaillons également sur d'autres sujets actuellement avec d'autres organismes, notamment l'AMSNUR, pour tout ce qui est en fait autorisation pour l'importation de produits ionisants et autres, et également d'autres administrations pour dématérialiser tout ce qui est préalable à l'importation, notamment la Socipo, le nickel, pour tout ce qui est récépissé en fait pour le récépissé de l'ONICL ou bon de commande au niveau de Socipo. Donc on travaille avec l'ensemble des parties prenantes au sein des ports, mais également à l'aéroport pour améliorer tout ce qui est préparation préalable à l'importation. Sur la partie escale portuaire, donc nous travaillons avec l'Agence nationale des ports pour améliorer la performance en fait portuaire, notamment en mettant en place en fait des formalités totalement digitalisées au niveau au niveau des ports de l'AMP. Et en mettant en place en fait des outils d'aide à la décision, notamment la gestion en fait de la conférence portuaire, qui permet de gérer de façon plus performante en fait les navires, les priorités d'accès à l'enceinte portuaire. Et donc, dans l'objectif, en fait, d'accélérer le passage portuaire au niveau des navires au sein des ports de l'AMP. Donc, après, il y a toute la partie, en fait, transit et donc, notamment les inspections au contrôle où nous travaillons avec nos partenaires, donc notamment le ministère du Commerce et Industrie, l'ONSA, pour tout ce qui est coordination des inspections, échange de résultats de contrôle, mais également tout ce qui est paiement au niveau des bureaux de contrôle, des laboratoires. Voilà, donc tout ça permet en fait d'améliorer la performance et de ces contrôles et l'efficacité de ces contrôles au niveau des différents postes frontaliers, donc ce soit port et aéroport. Également, en fait, au niveau des postes frontaliers terrestres, donc notamment le Guéguerre et Tanger-Med. Il y a également tout ce qui est enlèvement et sortie de marchandises avec la prise de rendez-vous, qui est un sujet d'actualité qui va, je pense, rentrer en vigueur à partir du 1er juillet et sur lequel on est en train d'organiser avec les différentes parties prenantes les derniers préparatifs pour un lancement pour le mois prochain. Donc là, c'est un peu les services en fait que nous offrons à nos utilisateurs, et ces services-là sont au fur et à mesure enrichis, complétés et améliorés dont l'objectif est d'être en fait un one-stop shop pour tout ce qui est formalité de commerce extérieur et logistique. J'ai parlé tout à l'heure d'un enregistrement en fait au niveau de la douane et de Portnet qui est actuellement 100% digitalisé, donc il n'y a aucun contact nécessaire. Tout est fait au niveau d'une plateforme digitalisée. Et cette plateforme va être également, comment dire, généralisée à tous les autres administrations, notamment, comme j'ai évoqué tout à l'heure, avec le ministère du Commerce et Industrie. Il y a également en fait toutes les procédures et processus relatifs à l'optimisation du passage portuaire, donc avec une digitalisation
total de toutes les procédures en fait relatives au passage portuaire des navires. Donc, avec les demandes d'attribution de postes, la gestion des déclarations sommaires et des manifestes, des déchets, des colis lourds, la gestion des bookings qui va être qui est en cours de recette actuellement, les pointages, donc la traçabilité des conteneurs et également en fait la gestion électronique de la conférence portuaire qui permet une optimisation en fait du passage en fait des navires au niveau des ports de l'Inde. Voilà, donc ça c'est un peu les services au niveau de l'inspection et du contrôle avec le déplacement, en fait avec le déplacement des conteneurs, donc le rendez-vous d'inspection, les restos de contrôle, et également en fait tout ce qui est contrôle documentaire et ciblage qui peut également se faire au niveau de la plateforme. Il y a également tout ce qui est en fait, optimisation de l'enlèvement des conteneurs avec la prise de rendez-vous. Comme je dis, c'est dans l'objectif de fluidifier les sorties de marchandises du port, la réduction des files d'attente, des flux dans l'enceinte portuaire et l'optimisation en fait des moyens d'évacuation donc de transport. En fait, dû à la propagation du virus du Covid-19, donc nous avons mis en place avec nos partenaires un certain nombre de mesures, donc notamment en fait la souscription en ligne, le paiement électronique avec l'intégration du bureau de contrôle des laboratoires également le travail qu'on est en train de faire avec les freight forwarders, les agents maritimes pour intégrer la plateforme de paiement électronique. Donc tout ça, c'est des mesures qui ont été entreprises par Portnet pour en fait limiter et atténuer les conséquences de la propagation du virus du Covid-19. Nous avons également un certain. Mon rôle de il vous reste 5 minutes sur l'intervention. Voilà. D'accord. Okay. Donc par rapport au paiement électronique, nous essayons d'intégrer un certain nombre de facturiers au niveau de nos plateformes, donc notamment les bureaux de contrôle. Donc il y aura de nouveaux bureaux de contrôle qui vont également intégrer le circuit, donc on est bien avancé avec eux pour les intégrer au niveau du paiement électronique. Il y a des laboratoires, les opérateurs de manutention et des agents maritimes que nous avons intégrés cette année. Il y a également l'initiative Trade Direct, donc qui est une plateforme en fait multibanque et multi-corporate pour digitaliser en fait les demandes en fait de transfert ou d'ouverture de lettres de crédit ou crédit documentaire. Donc c'est une solution pour dématérialiser de bout en bout donc tout le cycle de vie des crédits documentaires, des remises documentaires et les transferts en fait transferts simples. Donc, dont l'objectif est de standardiser, d'harmoniser et unifier les procédures entre différentes banques et bien sûr améliorer la performance en fait au niveau de ce processus qui est très important dans la performance globale du commerce extérieur. Nous travaillons également sur des solutions en fait communautaires, donc des ERP, dans des domaines de transport, transit et de logistique pour améliorer en fait la capacité digitale de nos partenaires, de nos clients, dont l'objectif bien sûr est d'améliorer la connectivité, d'améliorer en fait la façon avec laquelle les entreprises sont interconnectés avec la plateforme Portnet. Nous avons également travaillé sur une plateforme en fait Business Intelligence donc par Portnet KPIs, qui est une solution innovante qui donne la possibilité de créer des tableaux de bord pour les clients pour surveiller, visualiser les données importantes, donc pour une meilleure prise de décision. Donc, à travers ces tableaux de bord, donc, on peut avoir un suivi, un pilotage de
de l'activité de toutes les parties prenantes, que ce soit importateurs, transitaires, agents maritimes, également banques et autres, qui peuvent avoir accès à cette plateforme pour avoir en fait des indicateurs sur des séjours, sur la performance en fait des différents processus, donc et qui permet de piloter l'activité en fait du commerce extérieur à travers une plateforme ergonomique et intuitive. Il y a également la mise en place en fait de la plateforme TradeSAS, donc et l'enrichissement en fait au fur et à mesure de l'ensemble des procédures et des formalités en fait pour la réalisation des opérations de commerce extérieur, et la mise en place d'outils tels que un espace d'information collaboratif, des actualités, mais également l'enrichissement en fait des procédures avec les pays d'export, donc au niveau de cette plateforme. Là, c'est un peu les défis et les challenges que nous essayons de surmonter avec nos parties prenantes et nos partenaires, donc notamment l'amélioration des capacités digitales de l'écosystème, donc d'où la mise en place de plusieurs initiatives, notamment le développement et la mise en place d'ERP qui sont interconnectés nativement avec la plateforme Portnet pour permettre une meilleure utilisation, expérience utilisateur de la digitalisation. Et il y a également l'amélioration de la qualité des données, en fait l'usage des nouvelles technologies, donc IoT, blockchain, l'identification et accélération des réformes réglementaires, donc pour améliorer en fait la chaîne en fait du commerce extérieur dans toutes ces facettes, donc régaliennes, logistiques et financières. Il y a également le point qui est très important, c'est la standardisation et harmonisation, que ce soit des process, des référentiels et des données entre les différentes parties prenantes. Donc voilà un petit peu comme je dis, un peu les nouveautés en fait de Portnet, mais également notre réponse par rapport à différentes en fait contraintes que peut en fait engendrer une telle pandémie par rapport à tout ce qui est maritime en fait et commerce extérieur en général. Merci beaucoup. Merci Si Youssef, très riche intervention sur Portnet et son écosystème, mais aussi sur l'actualité de l'activité de Portnet qui compte plus de 40 000 importateurs actifs sur son réseau et qui permet tous les jours d'améliorer et de fluidifier les différentes opérations. Je vais passer la parole à présent à Monsieur Hicham Ouassel du Crédit du Maroc qui va présenter le dispositif d'accompagnement du commerce international. Hicham, je vous passe la parole. Si nous pouvons, en tant que timekeeper, faire votre partie sur 5 minutes, je suis désolé, mais nous avons beaucoup de questions et nous voulons donner le temps aux parties questions-réponses. Si Hicham, la parole est à vous. Merci. Merci, c'est Mohamed. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants présents, que ce soit les partenaires et les participants. Mon intervention va être sur l'offre d'accompagnement à l'international proposée par Crédit du Maroc. On va commencer par les points forts sur cette activité à l'international qui sont les délais de traitement, une qualité de service optimale, la réalisation de bout en bout des opérations à distance, un accompagnement sur mesure. Le délai de traitement est un élément essentiel pour toutes les opérations à l'international. Donc, pour ce faire, le Crédit du Maroc vous offre une solution à distance qui est CDMI Trade, qui vous permet de traiter votre opération import, que ce soit les transferts, les crédocs, les remises à distance. Donc, à partir de votre poste de travail, vous pouvez initier ces opérations et ça vous fait gagner en termes de délai, en termes de rapidité de traitement par rapport au dépôt du dossier au niveau de l'agence ou au niveau du centre d'affaires. Donc, la qualité de service, ça va de soi. S'il y a un délai de traitement rapide, donc la qualité, c'est un atout.
Donc, comme on sait, les opérations à l'international sont des opérations qui sont réglementées et qui doivent être vérifiées et autorisées par l'Office d'échange. Donc, il y a un travail qui s'est fait au niveau du Crédit du Maroc qui est le respect de l'opération du cadre réglementaire en vigueur qui est imposé par l'Office d'échange. La réalisation de bout en bout, donc on a dit que toute l'opération que vous initiez à distance, elle est de bout en bout, donc vous avez une visibilité sur l'ensemble des opérations que vous faites et vous avez toujours un retour de la banque sur lequel vous pouvez voir le statut de votre opération et le suivi de règlement une fois l'opération est dénouée. On a mis en place sur nos régions. Donc, sur nos régions, il y a des spécialistes à l'international dans chaque région. On a 9 régions. Donc, sur les 9 régions, on a un spécialiste à l'international qui vous accompagne sur place pour des opérations ou des informations sur le cadre réglementaire ou sur une opération bien spécifique. Donc, c'est le premier interlocuteur au niveau des régions. Après, il y a en centrale, il y a une veille réglementaire qui fait qu'elle apporte un soutien sur le cadre réglementaire de vos opérations, que ce soit des opérations complexes ou des opérations sur lesquelles vous voulez avoir plus d'informations sur le cadre réglementaire. Donc, il y a une cellule de veille réglementaire qui prend en charge vos requêtes et vos questions pour qu'ils puissent vous donner une réponse sur le cadre réglementaire de vos opérations. Et vous avez le réseau de l'expertise du groupe Crédit Agricole France, dont nous sommes une filiale du Crédit Agricole France pour vos investissements et pour des opérations complexes ou bien spécifiques sur des thèmes bien spécifiques à l'international. Donc, je partage avec vous ici les délais sur lesquels on mesure au niveau du Crédit du Maroc et on suit de près. Si c'est possible, c'est pour les délais. La slide suivante, s'il vous plaît. D'accord. Hicham, je pense que vous allez intervenir sur les délais oralement puisqu'on n'a pas la plaquette. Pour les délais, j'ai voulu partager avec vous les délais. On a des délais qui sont calculés et suivis au niveau du Crédit du Maroc sur l'ensemble des traitements de vos opérations. Et c'est dans un but, c'est pour tenir la promesse client sur lesquelles on s'engage pour traiter les opérations qu'on reçoit de votre part. Il y a un délai qui est important, c'est le délai de domiciliation des importations. Donc, sur le marché, on a un délai record sur la domiciliation du titre d'importation qui est moins de 1 heure, alors que la place, elle fait plus que 2 heures et demie pour traiter une domiciliation d'importation, de titre d'importation. Donc ça, je vous invite à nous challenger et faire le respect de ce délai qui est moins d'1 heure sur la place. Pour la slide suivante, nous allons parler de nos offres de financement import-export. Donc, pour les importateurs, on a des offres de financement des importations qui permet au client de régler sa marchandise moyennant un financement auprès de la banque en devise et qui vous permet d'avoir un délai de paiement supplémentaire au niveau de la banque moyennant des intérêts sur le financement. Et pour les garanties et lettres de crédit stand-by, on vous propose ces deux offres pour vous accompagner dans vos réponses aux appels internationaux qui vous permet de sécuriser vos opérations à l'international et éviter d'être devant un risque de défaillance de vos fournisseurs. Pour le financement des exportations, on a deux offres. L'un qui vous permet de financer le délai de paiement, qui est les mobilisations des créances nées, c'est-à-dire une fois que vous expédiez la marchandise, vous avez une offre de faire une mobilisation de créances nées
une avance qui vous permet d'avoir les fonds sur place et ne pas attendre jusqu'à la date de réception des fonds de votre client. Et le prix de financement export qui vous permet de régler la phase de production bien avant l'expédition de la marchandise. Et en fin de compte, nos offres en compte, pour les exportateurs, il y a les comptes en devises et les comptes en dirhams convertibles qui vous permet de loger 70% de vos rapatriements sur ce compte et les utiliser pour vos règlements à l'import pour éviter le risque de change. Pour les comptes en devises, pour ceux qui font des opérations de négociation internationale, il y a l'offre de compte en devises négoce qui vous permet de loger vos opérations de négoce et de payer vos opérations d'importation sur des opérations de négoce sur ce compte et de dégager une marge que vous devez céder sur vos comptes normaux. Merci, Hicham. Merci pour votre intervention. Okay. Vous avez parfaitement respecté les délais impartis. On passe à la question en réponse. Et donc, comme je vous ai dit, une petite règle par rapport à cette séance-là, nous allons essayer d'apporter des réponses concrètes à nos chers participants et essayer de donner des cas d'exemples pour pouvoir justement répondre à leur questionnement. J'ai une première série de questions par rapport au transport maritime. Donc, il y a une première question qui nous dit, je cite, la surprise du transport maritime, c'est le prix qui n'arrête pas de grimper, sans oublier les conteneurs vides. À cela s'ajoute aujourd'hui la prioritaire de servir le marché américain, ou plutôt les États-Unis. Est-ce qu'il y a une solution dans un futur proche? Dans le même élan, dans le même esprit, on nous pose la question sur le fait de savoir s'il y aura une visibilité par rapport au transport maritime venant de Chine. Et enfin, une autre question nous dit, est-ce que vous pensez que les prix du transport des conteneurs au départ de la Chine vont diminuer dans le futur proche ou vont stagner? Sixtiani et Sius Zain Zouanat, je vous donne la parole pour intervenir sur ces deux questions. Très bien. Vous me recevez? Parfaitement. Ah, super, super. Donc, des questions très intéressantes. Merci, c'est Mansouri, donc, de les avoir regroupées donc, par thématique. Monsieur Zahim, vous voulez commencer par une partie bien particulière? Oui, moi je dis sur ce que vous avez résumé, monsieur Mansouri, c'est qu'aujourd'hui, la pénurie ou les flambées des taux, au jour d'aujourd'hui, c'est une stratégie des compagnies maritimes. Les compagnies maritimes constatant que tout ce qui concerne les axes transatlantiques ou méditerranéens sont au ralenti, décident de focaliser sur leur force de frappe sur l'axe transpacifique. Donc, où les restrictions sanitaires sont plus légères, où l'économie reprend de manière quasi normale, notamment sur les États-Unis, sur le Brésil, l'Argentine, donc toute la partie des Amériques. Donc, à un moment donné, les compagnies maritimes, ils détiennent la solution. Donc, clairement, nous, opérateurs en transport international, pour vous dire, est-ce qu'on a une visibilité sur les taux maritimes, ce qui vont baisser, ils vont augmenter, je vais vous mentir. Donc aujourd'hui, on ne cesse d'avoir des augmentations. Hier même, on a eu des pics season qui viennent se rajouter sur le fret international. Et ça, on le vit au quotidien. Et M. Kitani peut vous confirmer ça. Effectivement, Zahim, vous avez parfaitement raison. Donc, nous, au niveau de Bitka, on accompagne justement donc, trois types de clients. Donc, on accompagne les compagnies maritimes qui souhaitent développer leur ligne, que ce soit régionale ou internationale. On accompagne les ports et les terminaux pour leurs projets Greenfield ou bien leurs projets d'expansion. Et on accompagne aussi les institutions financières qui investissent dans des compagnies de transport maritime, en commençant par les freight forwarders, les transitaires, les commissionnaires et jusqu'aux grandes compagnies maritimes. Donc ça, c'est notre, on va dire, notre champ d'action.
Pour revenir à la question des internautes, on a cité que lors de ma présentation que l'effet mécanique, il est là. Et l'effet mécanique, donc, pour le bloquer, c'est soit il faut que la demande commence à baisser, soit il faut augmenter le nombre de navires opérés, soit il faut augmenter le nombre de la flotte des conteneurs exploités worldwide. Les deux dernières solutions vont prendre du temps, surtout la deuxième. Par contre, la première, c'est-à-dire baisser la demande, peut être une solution donc immédiate en réorientant la façon comment on vend ou on achète, vers qui on exporte ou d'où on importe. Donc, c'est l'une des façons qui pourront envoyer un signal aux compagnies maritimes pour commencer à ajuster. Maintenant, la pression continue, donc c'est-à-dire les importateurs et les exportateurs continuent à demander donc de l'espace et continuent à accepter à payer donc des primes pour assurer donc de l'espace et le sécuriser à bord. Donc cela va continuer à encore aggraver la situation et on tourne en cercle vicieux. Donc là, c'est la partie effet mécanique. On espère qu'il ne va pas y avoir d'autres événements chronologiques dans les mois à venir ou dans les semaines à venir qui vont encore aggraver la situation. Cependant, sur la partie purement fret maritime, il va y avoir encore des GRI, donc General Rate Increase, qui vont continuer à s'imposer, tout simplement, parce que la demande, elle est là, et la capacité, on l'a atteint. Donc, on a atteint la capacité maximale d'exploitation de la flotte de navires et de la flotte des conteneurs. Donc, techniquement, il n'y a aucun moyen pour revenir en arrière si la demande donc, qui tire vers le haut, donc tout cela, se ralentisse. Donc, je pense qu'il faut continuer à réfléchir à d'autres solutions donc, alternatives, et comme celle qu'on a citée et comme celle que Sizaïm a citée tout à l'heure, pour continuer à sortir du lot, parce que derrière chaque client, il y a d'autres aussi fournisseurs qui attendent la marchandise finale pour l'intégrer dans le circuit de la production. Donc, un retour à la normale, on peut espérer un retour à la normale, vers quel horizon? Alors, 2021, c'est même pas la peine d'espérer. 2022, on peut avoir une stagnation donc des taux de fret élevés, et peut-être fin 2022, début 2023, on pourra commencer à espérer donc avoir un retour à la normale. Pourquoi ce délai de 2 à 3 ans? Parce que les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure par rapport à l'affrètement des navires, les compagnies maritimes, ils se projetaient sur 6 mois, sur 6 à 8 mois. Maintenant, ils se projettent sur 10 mois. Donc, d'autres, ils vont commencer à commander de nouveaux navires. Donc, il faut attendre. Donc, il y a un temps de latence entre la signature de carnet de commande et le moment de livraison. Et donc, ce temps, il est minimum de 2 à 3 ans, le temps que cette crise, bien sûr, se calme et de la capacité supplémentaire soit introduite sur les marchés internationaux. Merci Siktiani. Je rebondis et je repose une question à Sizaïm. Aujourd'hui, on a un horizon de retour à la normale qui est à moyen terme, à horizon fin 2022, début 2023. Sizaïm, vous avez parlé
de solutions alternatives qui est le transport combiné ferroviaire, transport par camion ou il y a une question très pertinente. Premièrement, une idée sur ce coût de transport ferroviaire par rapport au transport maritime. Deuxièmement, quelles seraient les mesures à prendre pour pouvoir bénéficier de ce mode d'importation? Je suis plutôt sur 3 questions, pas sur une question. Et troisièmement, en prévision d'une éventuelle nouvelle crise sanitaire ou autre, comment prendre des précautions et quelles précautions prendre pour ne pas tomber dans le même problème? Allez, Siktani, vous voulez intervenir, je pense, avant que je réponde. Non, allez-y, Sizaïn. En fait, le fret ferroviaire est au cœur du projet des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, initiée en 2013 pour développer le transit de marchandises entre la Chine, l'Asie, l'Europe et même l'Afrique. Donc, un chantier ambitieux et hautement stratégique qui repose notamment sur la construction d'un important réseau d'infrastructures de transport, autoroutes, voies ferrées, ponts et tunnels et j'en cite. Le délai d'acheminement en train est beaucoup plus court, comme j'avais évoqué tout à l'heure, mais il en coûtera quasiment le triple aux opérateurs. Ça c'est clair. Après, un choix coréen pour les importateurs marocains qui devront évaluer très précisément le rapport coût-délai le plus adapté à leur flux. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de conteneurs, il n'y a pas d'espace sur le navire et on n'a pas de marchandises. Et on a une solution en face. Qu'est-ce qu'on fait? On reste croiser les bras ou on paye un peu de coût et on est sûr que le délai suivra. Donc, à un moment donné, c'est un choix des industriels marocains pour se positionner par rapport à ça. Aujourd'hui, on vit une problématique assez, on va dire, étrange. C'est qu'aujourd'hui, certains clients, ils nous demandent, c'est l'effet inverse, ils ne demandent pas le tarif maritime et après ils confirment, mais ils demandent aujourd'hui de booker le conteneur et assurer l'espace et après on négocie les tarifs. Parce que les tarifs changent d'une semaine à l'autre. Donc, vous voyez un peu le revirement de trajectoire qu'on est en train de revivre aujourd'hui. Donc, à horizon 2022, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Les tarifs vont être à ce niveau-là, je pense, vu les études qui sont en train de se réaliser. Le fret maritime va être à ce niveau-là, minima d'ici 2022. Retour à la normale, personne ne peut prédicter ce qui va se faire. Personne. Merci, Sioussas. Siktani, si vous voulez faire un ajout avant de passer au prochain lot de questions. Écoutez, Sizaïn m'a bien synthétisé. Donc, la problématique actuelle qu'on vit, donc globalement, pas juste au niveau du Maroc. Et bien évidemment, donc, quand on parle de transport maritime, transport conteneurisé, et quand on comprend bien les quatre étapes dans le cycle d'un conteneur, on voit aujourd'hui l'importance de l'étape du repositionnement. Donc, ce buffer qui est de 10%, entre 10 et 15% du cycle global. Donc, quand on dit un cycle, c'est-à-dire à partir du chargement de la marchandise dans un conteneur jusqu'au déchargement et revenir dans un autre port pour être chargé une deuxième fois. Pas forcément qui reviennent au même port en fonction des besoins, mais le cycle s'arrête quand on le remet à disposition d'un deuxième chargeur pour qu'il le charge. Donc, ce buffer-là, maintenant, on l'a explosé. Donc, il a été consommé depuis un moment et on n'arrive pas à rattraper ce retard-là. Avant, on ne sentait pas cette problématique tout simplement parce que les compagnies maritimes repositionnaient tous leurs conteneurs vides via des hubs, donc où ils les laissaient là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines, voire jusqu'à 3 semaines, en attendant d'avoir une visibilité sur les exportateurs, où est-ce qu'ils veulent avoir les conteneurs, et on les remet au bon port pour qu'ils puissent être just in time, au bon endroit, pour le client qui a commandé, avec des systèmes de prévision.
l'arrêt avec cette crise de la Covid a tout chamboulé. En commençant par le petit importateur qui a commencé à épuiser ses stocks sans vouloir les renouveler, tout simplement parce qu'il n'avait pas de visibilité sur ce qui allait se passer par la suite. Donc, par mesure de sécurité et de précaution, donc il a préféré attendre. Dès que, à partir du mois de avril, mai, les choses ont commencé à s'éclaircir un petit peu, tout le monde a commencé à reprendre l'activité. Et ce temps-là, donc le buffer dont on parlait des 10 à 15% de la durée d'un cycle d'un conteneur, c'est vite a été épuisé et on n'arrive pas à rattraper ce retard-là. Donc, malheureusement, donc, la situation elle est ce qu'elle est. La pression va continuer sur les compagnies maritimes et ils vont continuer à faire des recovery plans pour garder encore un peu on va dire, les navires on time, mais malgré ça, il y aura des omissions, il y aura des ports qui vont être annulés, il y aura des retards qui vont s'accumuler et il y aura encore des augmentations qui vont venir, le temps d'absorber toute cette, on va dire, frénésie de demande et revenir à la normale avec, bien évidemment, et je souligne, ça c'est un point très important, avec une capacité supplémentaire qui va rester sur le marché du transport maritime conteneurisé d'ici 2 ans, voire 3 ans. Voilà. Merci Sikhtiyani. Dernière question avant de donner la parole à Ali Chokri. Donc, une question d'ordre général liée à la conjoncture qui nous dit quelles sont les mesures prises par les associations, notamment de transporteurs et de transport de marchandises au sein des différents regroupements, notamment la CGEN, pour alléger les coûts d'importation à nos opérateurs économiques, notamment en matière de droits et taxes, sachant qu'ils sont calculés à base de coûts et frais. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener et à proposer pour des amendements provisoires durant cette période critique où les coûts de transport maritime sont exorbitants, notons-le, et les coûts des matières premières et des produits manufacturés dans le Maroc en dépend et en a besoin, bien évidemment. Allez-y. Question très intéressante. Après, allez-y. Je ne pense pas qu'on ait les bonnes personnes pour répondre à cette question. Je pense que cette question, il faut l'adresser notamment, oui, à la CGM et à l'administration de douane marocaine. Effectivement. Exact. Si Youssef Ahouzi, si vous pouvez faire un commentaire sur cette question. Je suis d'avis avec Youssef. C'est pas de notre ressort, donc voilà. C'est bien noté, c'est bien noté. Donc, dernière question d'ordre plutôt organisationnel. Il y a eu une question sur une éventuelle ligne UK-Angers. Si Youssef Zouanas et Sikhtiyani, si vous pouvez confirmer ou infirmer ça. Il y a effectivement des pourparlers pour lancer une ligne maritime qui relie le Maroc à l'Angleterre, notamment dans le cadre du Brexit, et pour bénéficier l'industrie marocaine, surtout les agriculteurs, pour relier le Maroc à l'Angleterre, pour tout ce qui est périssable, parce que le délai d'acheminement il est assez long. Ça passe via des ports comme Anvers, Hambourg, Rotterdam, et après ça repart en Angleterre. Là, il y a des pourparlers. Je pense qu'il y a une confirmation même de lancer une ligne maritime directe qui va relier le Maroc à l'Angleterre en 5-6 jours. Et ça, c'est une bonne chose demain si on l'aura. Alors, si vous permettez, si j'aime, la ligne s'appelle United Seaways. Elle est en phase de pré-lancement. Donc, le premier voyage va s'effectuer le 4 septembre. Il va y avoir un voyage par semaine. Et ça va relier donc, le port de Poole à... Sikhtiyani, on n'arrive pas à vous entendre sur cette partie-là. C'est une ligne qui va relier Poole à Tanger Med, en fait. C'est ce qu'il voulait dire. Effectivement.
Effectivement. Et d'ailleurs, plusieurs opérateurs britanniques sont intéressés par une installation à Tanger. Pas plus tard qu'hier, Sykes Seafood a annoncé la création de 2 nouvelles unités pour un montant de 40 millions de dirhams. Sykes Seafood, c'est un des leaders dans la production et l'exportation de produits halieutiques, notamment les crevettes, les sardines, etc. Et je pense que ça va de pair avec cette ligne-là où les opérateurs s'installent pour pouvoir justement en bénéficier. Sextiani, on vous a perdu, vous avez la parole. Alors, donc, une poule Tanger Med qui va, dans le premier voyage sera effectué. Effectivement, donc le United Seaways, qui est une compagnie anglaise, donc dont le siège est Londres, va lancer une ligne maritime reliant le port de Poole à Tanger Med. Le premier voyage va s'effectuer le 4 septembre 2021, donc dans moins de 3 mois. Ça va relier donc les 2 ports, comme l'a cité Cisaïm, donc principalement pour les exports d'agrumes donc marocains qui passaient par l'Espagne, la France par route avant d'arriver donc en UK. Maintenant, comme vous le savez très bien, à partir du 1er janvier 2021, donc le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est une dynamique d'un pays qui anticipe et qui réfléchit donc à trouver des solutions. Cette ligne va être opérationnelle avec un navire roulier, donc pour transporter tout ce qui est camion entre le Maroc et l'Angleterre. Donc on rappelle que le marché Maroc-UK, il est de 2,5 milliards de livres sterling. Merci Sextiani, merci Youssef Zain Zouanas, merci Houzi Youssef pour vos interventions de qualité, merci Hicham Ouassel également et notre DGA Ahmed Lioun. Je passe la parole à notre DGA corporate, M. Ali Choufi, pour intervenir sur le mot de clôture de cet événement corporate du Maroc. Choufi, la parole est à vous. Merci à tous pour ces échanges et ces débats passionnants. Je suis très content et très fier que le Crédit du Maroc puisse vous accueillir et vous offre cette plateforme. Par contre, je suis très déçu que ce soit encore en webinaire. On aurait préféré le faire en présentiel et Inch'Allah, ça sera très bientôt. En tout cas, moi, je retiens beaucoup de choses très, très intéressantes. Un constat d'abord de difficulté sur un coût qui augmente et qui peut se répercuter sur plusieurs maillons de la chaîne économique. Mais face à ça, des solutions qui ont été proposées et des opportunités peut-être qui s'ouvrent à nous. D'abord, je suis fier de la qualité des propositions, des échanges. On a un secteur du transport, de la logistique qui se développe bien. Je le vois régulièrement auprès de nos clients, auprès des dossiers de crédit qu'on est amené à financer. C'est un secteur qui se porte bien et qui va continuer à tirer l'économie marocaine vers le haut. On a parlé effectivement de réorienter les échanges vers des plateformes, vers des destinations plus régionales. C'est effectivement une option qu'on encourage, que notre pays encourage dans sa stratégie de développement. On a parlé également de l'augmentation de la capacité grâce à des chargeurs qui deviennent transporteurs. Mais surtout, je vois aussi parmi les opportunités les notions de relocalisation qu'on entend à la fois en Europe, qui ramènent des sites de production de l'Asie vers le continent et ses pourtours. Le Maroc aussi, qui lance à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie la banque de projets qui encourage les investissements industriels de production locale. Alors tout ça, bien sûr, je le dis, c'est pas pour réduire les échanges internationaux, parce que je sais que nos intervenants sont quand même dans ce secteur et en ont besoin, mais il y a de la place pour tout le monde. Les opérateurs qui sont nos clients, qui ont posé beaucoup de questions, trouveront certaines alternatives plus proches que des destinations lointaines telles que la Chine. On s'y retrouvera tous gagnants. Et en tout cas, sachez que le Crédit du Maroc sera toujours à vos côtés, quelles que soient vos destinations ou quelle que soit la provenance de vos importations, pour essayer de faciliter, de fluidifier. On s'inscrit également dans
dans la dynamique de digitalisation dont vous avez parlé, dont Portnet est un porte-flambeau national. Voilà, cette digitalisation, on l'a mise comme un axe stratégique de développement au Crédit du Maroc et on continuera de vous apporter les solutions qu'il faut et l'expertise à travers Hichem aussi avec toutes ses équipes. Merci à tous. Je ne vais pas être plus long dans le mot de clôture. Je sais que voilà, il est temps d'aller déjeuner et marhaba bikoum au Crédit du Maroc à tout moment. Merci, c'est fait. Et à mon tour de remercier tous les intervenants et tous nos clients et prospects qui nous ont honorés par leur participation. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau événement Corporate Crédit du Maroc très prochainement. Et bien évidemment, toute notre équipe reste à votre disposition pour vous accompagner, vous orienter et vous servir. Très bonne activité et très bon déjeuner à tous. Merci.